Heure partout au Sénégal, même heure en temps universel. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, les étudiants de l'université Gaston Berger disent non à l'orientation d'un millier de nouveaux bacheliers à Saint-Louis. Situation tendue sur place. Nous serons en direct avec notre correspondant dans la région. Incendie au marché Ocas de Touba. Une organisation locale de commerçants soupçonne une origine criminelle et demande l'ouverture d'une enquête à suivre. Un large dossier sur la sécurité incendie dans les marchés du Sénégal. Tension politique au Sénégal, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal exhorte les chefs religieux à aller au-delà des appels à la paix. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la baisse du loyer au Sénégal avec la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre, saisine annoncée en exclusivité par nos confrères de l'Observateur dans leur édition de ce matin. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. D'abord, l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui renoue avec les tensions. Ce lundi, les étudiants ont décidé de s'opposer à l'orientation d'un millier de nouveaux bacheliers à l'université Gaston Berger. Nous sommes en direct avec notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Quelle est la situation sur le terrain ? La situation est très tendue entre les forces de l'ordre et les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dirigée par la coordination des étudiants de Saint-Louis, soutenue par les autres coordinations des autres UFR. Aujourd'hui, depuis 9 heures, la porte de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est barrée. La route nationale numéro 2 également. C'est un face-à-face très tendu entre les pensionnaires de Sanar et les forces de l'ordre, c'est-à-dire la gendarmerie. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, les gendarmes jettent des grenades lacrymogènes sur les étudiants. Les étudiants également ripostent avec des pierres. Ce qu'ils réclament, c'est tout simplement l'arrêt définitif de l'orientation d'un millier d'étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, selon leur président qui a parlé tout à l'heure à notre micro. Il a dit que au début c'était 1000 étudiants, mais aujourd'hui les autorités parlent de 4500 étudiants qu'elles doivent orienter au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants opposent au niet catégorique, mais également ils ont soulevé beaucoup de problèmes au niveau de l'UGB, la voirie, l'assainissement qui est un peu défectueux au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Là où je vous parle, il y a beaucoup de tensions à l'UGB. La semaine dernière, c'est-à-dire vendredi dernier, il y avait des tensions et 8 étudiants étaient blessés par les gendarmes Suleiman. Et on entend d'ici l'écho des grenades lacrymogènes. Merci à vous, Ousseynou Diop, et soyez prudents. Éducation toujours, 15 syndicats d'enseignants se sont ligués pour s'opposer à la tenue des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation, des élections prévues à partir du 6 mars prochain. Ces organisations syndicales s'opposent au vote par voie électronique qui a été retenu. Écoutons Pape Mamadou Kane, secrétaire général du SIDELS, joint par El Hadj Ndiogou Diène. Un collectif de 15 organisations syndicales légalement constituées s'est opposé farouchement à ces élections qui vraiment fait que diviser le mouvement syndical. Car en 2017, avec l'organisation de ces dites élections, des résultats officiels n'ont pas été publiés. Un arrêté du ministre n'a pas été publié pour dire les vainqueurs et les vaincus. Le contentieux électoral n'a pas été vidé au niveau des tribunaux, notamment à la Cour d'appel et à la Cour suprême. Et aujourd'hui, avec ces élections-là qu'on doit organiser dans l'éducation et de la formation, nous considérons que on ne peut pas faire ces élections sans pour autant évaluer les élections passées. Mieux encore, cette année, le ministère du Travail nous a imposé, n'est-ce pas, des élections avec le vote électronique. C'est-à-dire, les enseignants ne vont pas aller voter dans des centres de vote ni dans les bureaux de vote. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce qu'on nous impose à travers une correspondance que nous avons reçue, une circulaire, de l'arrêté 17-094 qui indique qu'aujourd'hui ces élections seront des élections électroniques. C'est-à-dire le vote sera électronique. C'est-à-dire chaque enseignant va rester là où il est avec son smartphone ou bien son téléphone pour voter. Et ce que nous dénonçons, parce que le Sénégal
n'a pas un réseau suffisant pour que les enseignants puissent avoir vraiment la possibilité de voter dans les villages, dans les hameaux. Et nous ne sommes pas couverts, n'est-ce pas? Et mieux encore, des fois, il y a des défaillances techniques dans le vote électronique. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h06, 48 heures après l'incendie au marché Ocas de Touba. La section Touba de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal demande l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce sinistre. La CIS soupçonne un incendie criminel. Écoutons le président de la section Assis de Touba, Galas Rouma. Les dégâts sont lourds. Les commerçants ont beaucoup perdu dans cet incendie. Mais nous continuons à demander une enquête sur les circonstances de l'incendie. On l'a dit au ministre de l'Intérieur et nous le réitérons. Parce que nous soupçonnons un acte délictuel. À chaque fois qu'il y a un incendie dans le marché, les flammes débutent au niveau où on appelle le réseau. C'est le même lieu qui prend feu. Et ça, c'est louche. Il faut une enquête et nous l'exigeons. On ne peut pas, à chaque année, perdre des centaines de millions dans les incendies. Le recensement, c'est bien, mais à chaque incendie, les autorités le font. Mais les mesures d'accompagnement ne suivent pas. C'est pourquoi nous demandons des mesures fortes. Il faut qu'on organise le marché. Et pourtant, lors du dernier incendie, le khalife général avait donné des instructions fermes allant dans ce sens, mais aucun acte n'a été posé. L'association des commerçants de Touba demande une enquête rigoureuse sur les circonstances de cet incendie. Toujours au sujet de cet incendie au marché Ocas de Touba, le programme de modernisation et de gestion des marchés s'est fixé comme objectif zéro incendie dans tous les marchés. Pour la directrice, un accompagnement est nécessaire, mais il faut aussi combattre les installations anarchiques. Des décisions seront prises sous peu pour éviter ce genre de situation. Yaïfatou Diagne est la directrice du Promogem. Elle est avec Salimata Aou. Alors, le programme de modernisation des marchés vient pour moderniser l'ensemble des marchés sur l'étendue du territoire national, avec comme objectif, premièrement, la sécurisation de la chaîne alimentaire et deuxièmement, créer des infrastructures qui répondent aux normes de modernité, de commodité et de sécurité requises pour le bon exercice et aussi le bon usage pour les usagers qui viennent dans les marchés. La modernisation sous-entend la prise en charge du risque d'incendie à un niveau zéro. Nous prenons le zéro risque pour les incendies, mais néanmoins, la prise en compte avant des mesures de prévention. Par rapport au marché Ocas de Touba, le constat qui a été fait est que les cantines qui ont pris feu sont la résultante d'une installation anarchique de ces commerçants-là qui se sont installés sur la voie publique et aussi ont utilisé des branchements vraiment clandestins et anarchiques. C'est ça qui a été à l'origine de ce fléau-là. Maintenant, pour y remédier, une décision sera prise, Inch'Allah, dans les prochaines heures pour vraiment, il faut qu'on élève d'abord les marchés avant de les aborder. Et puis notez que le sous-préfet de Ndam rencontre les commerçants cet après-midi pour un recensement des sinistrés. Plus de 400 cantines ont été ravagées par les flammes lors de cet incendie au marché Ocas de Touba. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. C'est le journal L'Observateur qui donne l'information dans sa livraison du jour. Le Premier ministre Amadou Ba a saisi le Conseil constitutionnel pour permettre au président de la République de procéder à la baisse du loyer par voie réglementaire, c'est-à-dire un décret en lieu et place d'une loi. L'association de défense des locataires dénonce et parle de dilatoire du gouvernement. Son président révèle que certains bailleurs ont même augmenté leur prix. Eliman Sall demande la mise en place rapide d'une autorité de régulation du loyer. Il est joint par Elhadj Ndiogou Diène. Il faut que l'État nous édifie par rapport à cette question du loyer. Tantôt de créer
décret, tantôt loi, tantôt décret. Je pense que les locataires n'en peuvent plus d'attendre qu'on remette de mois en mois ou bien du jour au lendemain. On est déjà très fatigué. On n'a pas encore mis en place l'autorité de régulation dont on a parlé pour pouvoir surveiller cette baisse éventuelle. Et aujourd'hui, on nous parle de conseil constitutionnel ou bien d'un décret qu'on prendrait. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on prenne une décision parce que c'est trop. Depuis que l'État a annoncé la baisse, aujourd'hui, tous les bailleurs ont réajusté leurs prix. Ils ont augmenté en attendant maintenant que la baisse soit appliquée pour qu'ils restent dans les anciens prix. Ah oui, les bailleurs ont augmenté les prix du loyer. Mais beaucoup de bailleurs ont augmenté les prix en attendant que cette loi-là s'applique pour qu'ils restent au même taux qu'avant. Normalement, c'était de 20, de 10 et de 4%. Donc, sur les 20% qui est la tranche la plus importante, beaucoup de bailleurs ont mis les 20% sur les nouveaux prix en attendant maintenant que la baisse intervienne pour qu'ils restent au prix précédent qu'ils appliquaient avant la baisse. Et là, c'est des dégâts collatéraux dus simplement à l'annonce de la baisse faite par le gouvernement. Maintenant, nous vivons des problèmes alors que la baisse n'est même pas encore intervenue. Donc, il faut vraiment qu'une solution soit prise le plus rapidement possible pour vraiment abréger la souffrance des locataires qui n'en peuvent plus. Mais auparavant, il faut qu'on mette une autorité de régulation. Parce que si on annonce la baisse, on prend un décret. Il y a combien de décrets qui ont été pris depuis 1966 jusqu'à présent? Rien n'a été respecté. À 12h11, l'actualité politique, ce que les partisans du président de la République appellent le titre foncier de Macky Sall n'est-il pas en train d'être conquis par Ousmane Sonko? En tout cas, les coordonnateurs de PASTEF en sont convaincus avec les sommes recueillies et mobilisées par la région de Matam dans le cadre du Nemekou Tour. Les responsables de PASTEF qui dénoncent l'acharnement dont souffre leur leader et ils se disent prêts à tout pour la résistance. Ali Bandelian. Ils sont venus de toutes les communes pour prendre part à cette rencontre avec la presse dans la ville de Matam. Les différents coordonnateurs du PASTEF qui appellent à la mobilisation autour du président Ousmane Sonko dénoncent le complot. Nous tenons maintenant à prévenir Macky Sall et ses affidés que Ousmane Sonko n'en déplaise à tous ces comploteurs de son régime, que Ousmane Sonko sera l'exception qui va confirmer la règle de l'adage cité plus haut. La coordination départementale de PASTEF est prête. Elle réitère solennellement son engagement indéfectible aux côtés du président Ousmane Sonko pour le soutenir dans ce combat contre l'injustice. Toute décision que le président Ousmane Sonko aura prise pour donner suite à cette affaire sera nôtre et nous trouverons les moyens pour cela. Dans une région considérée par les responsables de l'APR comme étant un titre foncier du président Macky Sall, les patriotes de Matam promettent une grande surprise, du fait surtout des sentiments d'oubli, de frustration et d'abandon dont souffrent les populations. Prendre l'argent de l'État. Nous, c'est les militants par conviction, 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 30 000 francs, qui contribuent avec de l'argent gagné honnêtement à la sueur de leur front. Et le département de Matam, qu'on dit être le titre foncier de Macky, a réuni 2 600 000 francs. Alors que l'objectif qui nous était fixé était simplement de 1 million. Tel un bouclier autour du leader de PASTEF, les patriotes de Matam disent prêts à... Politique toujours, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal très préoccupé par la tension actuelle et pour la désamorcer, son président invite les guides religieux à aller au-delà des appels à la paix. Cheikh Tidiane Sy Al Amine leur demande de discuter directement avec les acteurs afin de lever tous les écueils qui peuvent entraver le vivre ensemble. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine était l'invité de RFM Matin. Il nécessite que les religieux, au-delà des appels à la paix, au-delà des appels au vivre ensemble, qu'ils prennent en main le processus de paix qui doit nous amener à aller vers des élections apaisées, mais aussi à aller directement vers les défis économiques. Quand je parle de prise en charge de ce processus de paix, c'est une implication forte de nos khalifes généraux à discuter avec les politiques afin de lever tous les écueils qui peuvent entraver la paix. Il y a des affaires judiciaires qui sont en cours, il y a des affaires judiciaires qui sont déjà terminées et qui sont aujourd'hui un des ingrédients qui peuvent enflammer le pays. Et nous pensons que nos religieux doivent, de par leurs émissaires, de par leur posture, en parler aux différents politiques, que ce soit dans le secret des dieux ou au suivi de tout le monde, afin que ces politiques puissent assumer leurs responsabilités, mais aussi lever ces écueils-là, en allant vers parfois même
même des compromis, mais aussi parfois même des compromissions, parce qu'il faudrait que, je dis toujours que rien ne vaut la paix. Et même s'il faut que des personnes se fassent violence afin de pouvoir lever ces écueils-là, il faut le faire, même au risque, disons, d'aller vers un embrasement du pays. Est-ce que vous avez entrepris des démarches? Pour l'instant, non. Nous sommes toujours à l'attention de leurs propos et nous allons vers eux pour faire des propositions afin que, de par leurs émissaires, ces khalifes généraux, l'Église, toutes les parties prenantes, en tout cas religieuses de ce pays, puissent élaborer un schéma de sortie de crise qui ira vers la renégociation, la négociation des positions, que ce soit au plan juridique, que ce soit au plan politique, pour que tous ces ingrédients qui peuvent embraser le pays puissent être neutralisés et nous amener une paix durable. Toujours au sujet de cette menace de violence politique et de troubles à l'ordre public, le ministre de la Communication lance l'appel de Ourossogui. Moussa Bocar Thiam, en visite à Matam, ne met pas de gants pour tirer sur l'opposition sénégalaise et promet une résistance des jeunes au pouvoir. Le maire de Ourossogui est venu visiter les chantiers de sa ville. Moussa Bocar Thiam, interrogé par Ali Bandelnion. Je profite de l'occasion pour lancer un message à l'ensemble des jeunes du Sénégal pour leur dire que ce pays a été construit par de grandes personnalités telles que Senghor, Abdou Diouf, président Abdoulaye Wade et aujourd'hui par le président Macky Sall. S'il y a des jeunes, pour des raisons politiciennes, en perte de valeur, décident de vouloir brûler ce pays, décident de mettre le pays dans le chaos, qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'ils auront en face d'eux des jeunes comme eux, qui eux sont des jeunes responsables, des jeunes qui aiment le Sénégal, le vrai peuple du Sénégal, qui sait ce que le Sénégal vaut. Ces jeunes-là feront barrage à ces jeunes malveillants qui veulent aujourd'hui transformer le pays en guérilla. Nous n'accepterons pas. C'est pourquoi j'appelle les intellectuels de ce pays, que tout le monde se dresse comme un seul homme pour sauver notre pays, sauver notre démocratie et mettre fin à cette politique de menace au culte de la violence. Pour dire que nous allons sauver ce pays-là et j'appelle tous les démocrates de ce pays à tout faire pour que ce pays soit toujours debout et qu'on mette hors d'état de nuire toute personne qui visera à créer un trouble à l'ordre public. À 12h17, le reste de l'actualité à Fatick, plus de 800 enfants, dont des élèves et des talibés enrôlés ce week-end dans la couverture maladie universelle, une initiative des travailleurs de l'Agence nationale de la CMU autour du slogan « Mon école, je me rappelle ». Ce programme national qui va enrôler des milliers d'enfants, il a été lancé à Fatick à l'école élémentaire Moustapha Beidiba. Bokar Mamadou Daf, DG de la CMU, au micro d'Aminata Goudjabi. Cette initiative d'enrôlement de 808 élèves, étendue au Ndongo Dara au nombre de 500, que nous lançons aujourd'hui sous le parrainage de son Excellence, le Président de la République Macky Sall, traduit une fois de plus son engagement à mettre notre pays sur les rampes de l'émergence, en ne laissant personne en rade à travers une politique basée sur l'équité sociale et territoriale. Il a lancé un appel à toutes les personnes ayant des responsabilités ainsi que les bonnes volontés et au nom de la solidarité nationale pour que ces dernières personnes enrôlent les Ndongo Dara et les groupes de personnes vulnérables dans la couverture maladie universelle à travers les mutuelles de santé. Pour permettre aux Sénégalais de bénéficier au mieux des ressources mises à leur disposition et pour assurer l'effectivité des soins, l'Agence de la couverture maladie universelle a mis en place des bureaux CMU comme interface entre les services de santé et les mutuelles de santé. L'Agence rembourse directement les prestations de soins des BSF et des cartes d'égalité de chance. Elle rembourse aussi la moitié des soins consommés par ceux qui ont adhéré directement aux mutuelles de santé. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Dessé Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. On commence par la Mauritanie, reprise ce lundi du procès de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Une reprise sur fond de polémique opposant avocats de la défense à ceux de l'État. Il s'agit en fait de l'arrestation de Ould Abdelaziz. Pour les uns, c'est normal. Les autres la qualifient d'enlèvement. Mohamed Diop. En attendant d'aborder le fond du dossier, la défense de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a eu un premier gain de cause au stade des exceptions. Elle a obtenu du tribunal le rejet de la demande de la société civile de se constituer partie civile. La défense a également souligné des irrégularités de procédure, dont l'arrestation de leur client à la veille du procès qu'il qualifie d'enlèvement. Maître Taleb Reyard.
l'ancien président de la République n'était pas en détention préventive, il n'était pas gardé à vue, il n'était pas en liberté provisoire, il était libre. Il a voyagé en France, il est revenu de la France, il a exercé ses droits civils et politiques, donc il était libre de ces mouvements. À partir de ce moment-là, il doit comparaître libre. En conférence de presse, Maître Logourmo Abdoul a apporté la réponse du Collège des avocats de l'État. L'article 153 du Code de procédure explicitement dit que dès lors que le dossier a été renvoyé et que donc le procès s'ouvre, eh bien, l'inculpé doit être mis immédiatement. Et le terme immédiatement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte lui-même qui le dit, doit être immédiatement mis en état d'arrestation. Et sur la maladie évoquée de l'ex-président, les avocats de l'État exigent un certificat médical qui la prouve. Quoique, la défense nous a remis un certificat médical signé Dr Pierre Michaud de la clinique du Val d'Or en France le 4 décembre 2022, attestant que Mohamed Ould Abdelaziz souffre d'une pathologie cardiovasculaire. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. En Côte d'Ivoire, le procès en appel des proches de Guillaume Soro s'ouvre ce lundi. En première instance, ils ont été reconnus coupables de complot contre l'État ivoirien. Une partie de la garde rapprochée de l'ex-président de l'Assemblée nationale avait écopé d'une peine d'emprisonnement de 20 ans. Plusieurs partisans de Guillaume Soro qui avaient été interpellés puis jugés en juin 2021 pour atteinte à l'autorité de l'État et diffusion de fausses nouvelles seront entendus lundi 30 janvier 2023 au tribunal de première instance d'Abidjan. Il s'agit entre autres des députés Alain Lobognon, Soro Kanigui Loukman Kamara ainsi que Kone Kamarati Souleymane, plus connu sous le nom de Soul to Soul, et Simon Soro, frère cadet de Guillaume Soro. Condamnés à 20 ans de prison, les deux inconditionnels de l'ancien Premier ministre qui purgeait leur peine dans la principale prison d'Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, ont changé de lieu de détention depuis quelques jours. Ils ont été transférés à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan-Maka. Soul to Soul, le chef de protocole de l'ex-président de l'Assemblée nationale, et le commandant Cassier Jean-Baptiste, son aide de camp, avaient été arrêtés et placés en détention le 23 décembre 2019. Une date qui marque le jour du retour manqué en Côte d'Ivoire du président de Génération et Peuple Solidaire, GPS. Pour échapper à une arrestation en Côte d'Ivoire, l'avion transportant Guillaume Soro avait finalement atterri au Ghana voisin avant de retourner en Europe. Depuis, il y vit en exil. Gobia Yabi Abidjan, RFM. Et puis plusieurs morts dans une nouvelle attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. 15 villageois tués hier dans des raids contre plusieurs localités du territoire d'Irumu, à la frontière avec l'Ouganda. Des attaques attribuées aux forces démocratiques. Parmi les victimes figurent une dizaine de femmes et un enfant d'environ 2 ans. Selon la société civile, des hommes armés ont ciblé 3 villages simultanément avant le lever du jour, avant d'être repoussés par l'armée. En Afrique du Sud, 8 personnes tuées dans une fusillade lors d'une fête d'anniversaire dans la province du Cap-Oriental. Selon la police, la fusillade a été menée par 2 assaillants. Les hommes armés ont fui après l'attaque et aucune arrestation n'a été effectuée. Une chasse à l'homme et des enquêtes sur les circonstances et les motifs de l'attaque sont en cours. Le Pakistan, pour terminer, une explosion dans une mosquée fait au moins 25 morts et 120 autres blessés à Peshawar, à l'intérieur du quartier général de la police. C'était ce lundi donc. L'explosion est survenue au moment de la prière de l'après-midi. Selon des sources sécuritaires, un kamikaze qui se trouvait au premier rang dans la mosquée aurait déclenché sa charge alors que la prière était en cours. Une enquête est ouverte pour vérifier ces premières informations. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h23. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la baisse du loyer au Sénégal avec la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre aux fins de remplacer la procédure législative par l'approche réglementaire. Explication à suivre avec nos 2 intervenants du jour. Mamadou Mbaye, président de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal, et Cheikh Koumbanar Diagne, juriste immobilier.
Nous accueillons Malal Junior Diagne pour le journal des sports. Bonjour Malal. Bonjour Suleiman. Le Sénégal prépare la demi-finale du CHAN prévue demain. À 19h, ce sera contre l'équipe de Madagascar. À 24 heures de la rencontre, les Lions du Sénégal vont s'entraîner aujourd'hui sur le terrain où aura lieu la rencontre demain. Mais avant, le sélectionneur Pape Thiaw fera face à la presse. C'est prévu à 13h en compagnie d'un joueur du Sénégal. Comment les Lions doivent-ils aborder cette rencontre avec des Malgaches vivaces, avec des joueurs très techniques? Réponse du coach de la Ligue de Saint-Louis, Abdou Majib Diagne. Ce sera une rencontre très serrée. Le Sénégal monte en puissance et gagne en confiance. Mais le Madagascar est une équipe très huilée. Très huilée qui techniquement sont très bons et très vivaces. Donc il va falloir être très vigilant et avoir le le jeu face au ballon. Face au ballon, il ne faut pas se découvrir et laisser trop d'espace. Parce que vous avez vu les 2 derniers matchs du Madagascar, le jeune gaucher buteur, qui est très adroit et très habile. Donc il va falloir défendre très serré et rester debout et très vigilant et gagner tous les duels en sorte. Pour pouvoir sortir dans ce match. Donc il va falloir que le Sénégal apporte un impact physique dans le match. Bien sûr, voilà. C'est un impact très physique parce que les Madagascar, techniquement, ils sont très forts. Ils sont très forts et à leur voir jouer, ils voient qu'ils ont du vécu et ils ont duré ensemble. Ils ont duré ensemble. Donc il va falloir. C'est un match de coupe. C'est 50-50. Il faut. Nous aussi, on a nos voleurs, on a nos excentrés qui vont très vite. Un bon milieu de terrain à savoir le petit camarade qui distille de bons ballons. Maintenant, il faut d'abord bien défendre et jouer les coups à fond, quoi. C'est tout. On parle beaucoup de lui dans cette compétition. Il s'appelle Ousmane Diouf, le défenseur de Teungueth FC qui est annoncé sur le départ pour rejoindre le club soudanais Al Hilal. Sodetiam nous dresse son portrait ce matin. Pour sa première participation au CHAN, Ousmane Diouf a été titulaire à tous les matchs du Sénégal. Il a même inscrit un but face à la RDC. Un défenseur buteur, Ousmane est un habitué. Une belle performance depuis le début de cette 7e édition du CHAN qui fait qu'un club soudanais, Al Hilal, s'intéresse à lui. Les dirigeants de ce club sont présents actuellement à Alger pour lui faire passer une visite médicale et signer un contrat, chose qui pourrait être effective puisque la CAF autorise maintenant un joueur à signer un contrat dans un club étranger et poursuivre la compétition. Pour le moment, le principal concerné pense à la demi-finale qui doit opposer le Sénégal à Madagascar demain. Un match à prendre très au sérieux, selon le défenseur des Lions et de Teungueth Football Club. C'est un match de coupe. Nous savons que les Malgaches marquent beaucoup de buts, mais nous avons une bonne défense et nous aussi, nous savons attaquer. Donc on va tout donner. Ousmane Diouf, avec son mètre 87, reste un élément clé. Après avoir assisté à une finale de la Coupe du Sénégal entre le Jaraaf de Dakar et le Casa Sport, Ousmane Diouf a tout de suite été séduit par le club fagnon de Ziguinchor, son club de cœur, où il a fait toutes ses classes par la suite. Après 10 ans au Casa Sport, Ousmane Diouf a rejoint Teungueth Football Club en novembre 2021. Âgé de 28 ans, le défenseur risque de ne pas rejouer avec Teungueth Football Club, mais plutôt avec Al Hilal, où évolue Lamine Diadjo. Soda Thiam, Alger, Radio Futur Média. Le football féminin à présent avec l'équipe nationale du Sénégal qui, après avoir remporté le tournoi de l'UFOA devant le Cap-Vert hier 1-0, va désormais se concentrer sur le tournoi de la Nouvelle-Zélande, tournoi devant donc aboutir à la qualification à la prochaine Coupe du Monde où les Lions vont jouer contre l'équipe de Haïti Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour à l'information générale avec les derniers recrutements de la gendarmerie et de la police. L'État met les bouchées doubles. Des milliers de policiers et de gendarmes ont été enrôlés ou vont l'être. Dans ce midi, nous cherchons à comprendre pourquoi. Explication Mohamed Ali Mouba. Première justification, rattraper le ratio, le corriger en matière de sécurité, un ratio largement en deçà des normes internationales. À la place d'un gendarme ou d'un policier pour 1000 habitants, le Sénégal a un ratio d'un policier ou d'un gendarme pour 10 000 habitants. Vous savez, nous avons un retard extraordinaire côté ratio que nous traînons depuis les années 80. Parce
parce qu'on est parti d'un gros trou qui a été créé par l'affaire des policiers radiés des années 87-88, où les forces de police se sont retrouvées avec presque rien comme effectif, traînant avec une démocratie galopante, avec des commissariats où les postes de police étaient occupés par 2 à 3 personnes. Quand les postes de police devaient compter normalement au minimum 12 personnes pour être opérationnels sans atteindre le ratio. Après les années 2000, on a tenté de faire des efforts avec l'arrivée du gouvernement de Wade, mais c'était très faible et timide. Et la population continuait de croître, l'insécurité continuait de croître. L'affaire Adji Sarr et les troubles qu'on a connus par la suite ont révélé au grand jour le déficit de personnel et de matériel au sein des services de sécurité. C'est bien pensé que d'apprendre de ces situations pour monter en flèche, d'autant que la menace de désordre est toujours là. Il ne faudrait pas que, parce qu'on ne veut pas être critiqué sur ce plan-là, qu'on fasse du mou au point de nous retrouver avec une situation incontrôlable. Il faut du personnel pour faire de la sécurité. Et on l'a appris à nos dépens en 2021. Pour un tout petit peu, c'était le désordre définitivement installé au Sénégal. L'État obligé donc de se réajuster pour continuer à exister, d'autant que la menace de troubles à l'ordre public est toujours là. Le commandant de police à la retraite, El Hadj Mansour Mboup, ne dit pas le contraire. Il demande juste de moderniser le service. Donc il faudrait moderniser, adapter des techniques au contexte insécuritaire actuel. Voilà pourquoi des services comme la BIP, des services comme le GIGN, des services comme les cybercriminalités, tout ça est créé, est très important. Mais l'utilisation du nombre, parce que la police généralement s'étendait seulement sur les centres urbains. Après les troubles de mars 2021, la police a recruté 3000 éléments. En 2022, 4000. La gendarmerie est montée elle aussi en puissance. Elle engage ses effectifs de 2015 à 2022. Parlons maintenant des commerçants du marché syndicat de Pikine qui sont toujours dans l'attente du réaménagement du site annoncé depuis le 15 avril 2022. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucune maquette pour la reconstruction du marché. Un protocole d'accord n'a toujours pas été signé. Reportage Salimata Diallo. Des camions et charrettes stationnés à l'entrée, chargement et déchargement des fruits composés de melons, oranges et autres. Circuler dans ce marché est difficile. Du coup, les clients se faufilent entre les véhicules. La réhabilitation de ce marché est annoncée depuis quelques mois, mais toujours est-il que les commerçants attendent encore la présentation d'une maquette et idées claires sur le protocole d'accord. Hassan Baye, secrétaire général du comité de gestion du marché syndicat. Jusque là où je vous parle, on n'a pas encore vu un plan ou une maquette. Ils nous avaient présenté quelque chose, mais ça doit être revu. Maintenant, on attend encore le protocole d'accord et la maquette pour démarrer les travaux. En tout cas, ce n'est pas nous qui retardons les travaux. Même son chez El Hadji Diagne, adjoint du délégué du marché. Nous attendons les recensements et après on va les donner à qui de droit. Mais aussi discuter sur le protocole d'accord avant de démarrer les travaux, c'est important. La pose de la première pierre du marché syndicat est effectuée le 15 avril 2022. Depuis lors, les travaux tardent à démarrer. Malgré tout, les commerçants vaquent à leur occupation et s'occupent bien de leurs activités commerciales, journalières. Salamata Ousmane Diallo, Pikine, pour la Radio Futur Média. Soumari.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous offre votre revue de presse. La presse de ce lundi 30 janvier 2023, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le marché Ocas de Touba ravagé par les flammes. Incendie au marché de Touba. Maquette bi prend feu. Des dizaines de millions de francs CFA
consumé, résume d'un trait de plume le quotidien Les Échos. Selon Vox Populi, une bonne partie du marché au casse a été réduite en cendres. Sud Quotidien soutient qu'en tout 480 cantines et 70 magasins ont été calcinés. Retour de l'Observateur ce matin sur les lieux du sinistre. Une atmosphère de deuil règne sur place. Les victimes se remettent à Dieu, mais qu'elles refusent de se résigner. Le drame de samedi soir a un nom. De qui est-il le nom alors? Le journal répond que c'est la rançon de l'indiscipline. Ce marché est un capharnaüm, le bazar partout, aucune possibilité pour les sapeurs-pompiers d'intervenir à temps. Et ce n'est pas une première. En 2022, un autre incendie de même ampleur avait consumé des centaines de cantines, rappelle mon confrère. Le journal note que la célérité des sapeurs-pompiers n'a pas suffi pour venir à bout de ce brasier. À cause de l'anarchie dans les installations, l'appui de l'État a sollicité. Mais problème, le marché appartient à des particuliers. L'État ne peut pas tout raser et reconstruire, d'après le ministre de l'Intérieur cité par le journal. La polémique autour du TER, le train express régional, appartient-il au Sénégal? Des informations, notamment du Figaro, font état d'un train qui n'appartiendrait pas totalement à notre pays. Eh bien, ce matin, l'État met fin à la polémique selon l'AS. Dans Vox Populi, Abdou Ndenessal, le boss de la Sainte-Terre, parle de sabotage, de fake news. Le TER, dit-il, appartient bien au Sénégal, à 100% d'ailleurs. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdou Karim Fofana, confie à nos confrères de Vox Populi que le Sénégal est propriétaire de son TER, entièrement et exclusivement le patrimoine porté par la Société nationale Sainte-Terre, Ram, Gares et Train, et les recettes appartiennent à l'État du Sénégal. La SNCF, via sa filiale Sainte-Terre, est en réalité un prestataire des services en exploitation et maintenance, détenteur d'un contrat dont la durée n'excède pas 3 ans. L'Observateur parle alors de balles à terre. Restant avec l'Observateur qui s'intéresse ce matin aussi au loyer. La loi portant baisse de ce loyer toujours dans les cuisines de l'État. Et les Sénégalais attendent, mais nouveau rebondissement après le premier rendez-vous raté du 1er janvier 2023. Le second du 1er février risque de ne pas être respecté aussi. Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel. L'État a préféré passer par la voie réglementaire plutôt que par la voie législative. Politique présidentielle 2024, PASTEF en stand-by. Le journal Sud Quotidien estime que ce n'est pas gagné d'avance pour Ousmane Sonko, empêtré, vous le savez, dans des dossiers judiciaires. Dr Diallo Diop, le vice-président de PASTEF Les Patriotes, dit que pour l'instant, le parti n'a pas pris de décision. La décision du parti est réservée à ce sujet. Pendant ce temps, Macky Sall, lui, aussi traîne une candidature à risque. Selon Wolf Quotidien, entre rejet du 3e mandat, division des alliés, cherté de la vie, fronde de Mimi Touré, rien n'est gagné de ce côté-là. Et non sexuellement, mon confrère. Grande mobilisation au profit du chef de l'État. Tout de même, grande mobilisation de Abdoulaye Dieye à Thiès. Selon l'AS, il bouscule la hiérarchie politique à Thiès. Vox Populi parle alors de marée humaine. Le ministre de la Jeunesse en profite pour dire ses vérités à Ousmane Sonko. Le Gatsa, dit-il, de Sonko le conduira irrémédiablement au Massa. À la une du journal L'Observateur, Kermassar, la saga d'ex-militaire reconverti en faux policier, violeur de prostituées. Le confrère note qu'il dépouillait aussi les filles de leurs biens avant de saccager leurs appartements. Sport pour boucler, Mercato, Pape Gueye à la relance au FC Séville, indique le journal L'Observateur. Le journal Stade Quotidien ne dit pas autre chose, il va même plus loin. L'un à l'Orient, l'autre sur le chemin des Séville. Bamba et Pape Gueye, donc relancés, 2 OM, même objectif, partir. Dans le journal Souloulam, le décès de Serigne Modou Niang à 62 ans, la reine frappée au cœur par une grosse perte. Doudou Diagne Diéko dit que c'est une grande perte pour le monde de la lutte. Pour Papa Abdou Fall, Serigne Modou Niang a tout donné à la jeunesse. Bonne nuit à tous. Soumari.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h38, bienvenue à Point de vue. Nous allons débattre du loyer, de la baisse du loyer avec la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre au fin de remplacer la procédure législative par l'approche réglementaire. Et pour en parler, nous sommes pour l'instant avec M. Mamadou Mbaye, président de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal. M. Mbaye, bonjour. Bonjour, Julien.
Alors, c'est notre confrère, l'excellent confrère, l'Observateur, qui donne l'information ce matin, donc la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre, qui, comme le prévoit la Constitution, saisit les sages pour la modification de la procédure qui est utilisée pour la baisse du loyer, en passant du législatif au réglementaire, donc de la loi au décret. Vous avez entendu peut-être le président de l'association des locataires qui parle de manœuvres dilatoires. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette baisse qui tarde à entrer en vigueur? Merci beaucoup, M. Nia, pour cette invitation. Donc, mieux vaut tard que jamais. Donc, chaque fois, c'est la réponse que je donne. Parce que depuis le début des concertations, je l'appelle ainsi, quand on nous a conviés au niveau de la commission des loyers, nous, de notre côté, il n'a jamais été question d'aller automatiquement à une baisse. Parce que comme on le sait, le loyer doit être encadré. Et c'est de l'encadrement que drastiquement la baisse va s'en suivre. Nous, ça a été toujours notre opinion, notre point de vue. Franchement, comme tout Sénégalais, on sait que les prix appliqués sur le marché sont exorbitants, mais la meilleure façon de le faire, c'est de l'encadrer. Et l'encadrement, ça peut découler, comme vous le dites, des lois, des règlements et autres, mais la réglementation, comment dirais-je, l'encadrement est la meilleure solution. Mais se lever un peu... Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nuance? Pour vous, ce n'est ni la loi ni la réglementation, c'est l'encadrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais très bien. Si je prends référence, comme tout le monde, comme tout chacun qui parle de la loi ALUR en France ou bien d'autres lois qui existent en France, il n'a jamais été question de dire on baisse les loyers. Mais il faut l'encadrer et l'accompagner. Quand je dis l'encadrement, ça veut dire que le loyer est un des facteurs le mieux structuré. Ça, il faut le reconnaître. C'est encadré par des lois et des règlements, certes. Mais on ne peut pas se lever un beau jour, dire que je prends dans la poste de tel Sénégalais pour le diminuer, pour le donner à un autre tel Sénégalais. Mais la meilleure façon d'encadrer cela, c'est de faire de telle sorte que le marché sera inondé par des produits, bon, je ne dirais pas écatiques, sera inondé par une concurrence qui va permettre à ces bailleurs privés de baisser drastiquement sans pour autant que l'État se prononce dessus. Donc la politique de l'État était de faire de telle sorte que, peut-être vous me direz que c'est dans le long terme, mais faire de telle sorte que le marché sera inondé par des... Que l'offre soit assez importante pour... Que l'offre soit équilibrée. Là, c'est une solution. L'autre solution, c'est de faire de telle sorte que faire revenir et réviser, comme on l'a dit dans le passé, faire revenir ce qui est la surface corrigée. Ça existe jusqu'à présent. Mais tout un chacun, nous acteurs, nous savons que la surface corrigée doit être corrigée. Faire corriger la loi 2010-439, donc les acteurs vous le diront, qui permettait de déterminer dans chaque zone du Sénégal, c'est quoi le mètre carré à Guédiawaye jusqu'à Centreville. Et ça existe dans la surface corrigée. Et si on ne le corrige pas, on aura toujours ces problèmes. On n'aura jamais la vérité des prix. Très bien. Alors, j'introduis, je reviens à vous tout à l'heure, j'introduis Cheikh Koumandanar Diagne, juriste immobilier. Bonjour, M. Diagne. Bonjour, M. Nia. Alors, nous avons commencé le débat, mais la question préalable et peut-être même préjudicielle, c'est finalement, quelle différence entre la loi et la réglementation, s'il y en a une? Est-ce que ça change quelque chose que telle ou telle approche soit privilégiée du point de vue des locataires, mais aussi des points de vue des agences et courtiers et des propriétaires, des bailleurs plutôt? Oui, bonjour M. Nia. Je pense qu'au Sénégal, on assiste à un débat qui est pratiquement inutile. Qu'il y a dans le domaine immobilier des lois qui sont actuellement en vigueur et qui régissent l'ensemble des actes que posent les bailleurs et les locataires. Bon, je pense que le mieux pour l'État, c'était de passer par l'Assemblée nationale et d'essayer de réviser les lois qui existent. Parce qu'il y a des domaines qui sont réservés carrément pour le domaine législatif, qui sont réservés au domaine d'une loi, qui ne peuvent pas être tranchés par décret. Et c'est pourquoi le Premier ministre essaie de saisir l'Assemblée nationale pour voir la constitutionnalité du décret qu'ils veulent prendre. Est-ce que c'est
à rapport, c'est régi, ce décret peut être pris en application donc, dans la Constitution sénégalaise. Je pense que ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, on ne devait même pas parler de décret, mais essayer d'aller en Assemblée nationale et de revoir les lois qui existent. La loi 84-12, qui est le siège des contrats de location à usage d'habitation, qui est modifié et qui peuvent être complétés par des décrets d'application. Je pense que là, il n'y a pas encore de vide juridique pour que l'État puisse prendre des décrets. Donc, il y a des lois qui réglementent le secteur. Je pense qu'il faut aller vers une révision de ces lois que de prendre un décret qui va être attaqué et qui peut être annulé par le Conseil constitutionnel. En attendant, 2 mois sont passés, peut-être même plus, depuis l'annonce de cette baisse. Est-ce que, d'après vous, vous seriez d'accord avec le point de vue des locataires qui parlent de dilatoire du gouvernement? Bon, je ne pourrais pas me prononcer sur une question de dilatoire parce que l'État a une volonté d'aider les locataires. L'État a une volonté pour permettre aux locataires de mieux souffler. Parce qu'on sait qu'aussi au Sénégal, les loyers sont trop élevés, surtout pour certaines couches de la population. Donc l'État veut aider ces couches qui sont démunies, qui sont peut-être les gourgourlous, mais il ne peut pas le faire au détriment aussi d'une autre couche donc de la population, que sont les bailleurs, qui constituent aussi un maillon faible. Certains bailleurs, donc, qui louent pour certains petits prix de location. Donc je pense que si l'État aussi veut aider une certaine couche de la population, il ne peut pas aussi l'aider une autre partie de la population. Mais je pense qu'il n'y a pas de dilatoire, il y a juste un format que l'État est en train de réfléchir pour ne pas aussi léser telle ou telle autre partie. N'est-ce pas? Justement, l'une de ces parties sont les agences et courtiers immobiliers. Monsieur Mbaye, vous avez entendu les locataires dire aussi que les propriétaires ont anticipé cette baisse en augmentant depuis lors le prix du loyer. Qu'en est-il? Mais effectivement, c'est ce que je disais. Il y a un moment où j'ai été interrogé sur cette question. Malheureusement, l'État a annoncé donc, les prix de la baisse. Beaucoup de propriétaires ont anticipé, malheureusement. Et nous, on l'évitait. Quand on était dans la commission, on alertait l'État sur ce phénomène en leur disant qu'il faut des actes concrets. Sinon, on aura le revers du médaillon. Quand je dis revers du médaillon, on aura l'effet de 2014. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et pire aujourd'hui, ce n'est pas que l'augmentation des produits, mais on assiste à une rareté même des produits. Beaucoup de propriétaires ont voulu garder leurs produits et dire que non, j'attends la baisse avant de déterminer leur prix, malheureusement. Donc c'est ce qui se passe. Donc tout au début, au moment de la commission, pendant toutes nos discussions, nous on toujours parlé sur cet encadrement. Ne pas aller sur des choses qu'on maîtriserait pas après, où l'effet de 2014 va s'afficher à nouveau. Donc, alors, il est question aussi, M. Mbaye, de la réduction du nombre de mois en caution, commission d'agence ou de courtier, etc. Donc, vous êtes affecté aussi par les mesures annoncées. Comment vous réagissez à cela? Est-ce que vous-même, vous avez pris des mesures pour anticiper justement l'effritement de vos marges? Mais surtout cela, parce que c'est un manque à gagner énorme pour nous autres acteurs quand même. Parce que quand vous dites que votre commission va être réduite donc de 50%, même si ça va jusqu'à 500 000 francs, donc ça affecterait le secteur. Parce que nous autres professionnels, notre gagne-pain n'est que les commissions qu'on gagne sur les locations. En plus de cela, les frais de gestion qui sont tellement dérisoires, chaque fois je le dis, parce que les frais de gestion varient entre 1 à 9%. Et rares sont les Sénégalais aujourd'hui, les propriétaires ou bien les bailleurs, qui octroient aux agences immobilières une frais de gestion qui est supérieur à 5%. Donc, je vous donne un simple exemple. Supposons moi qui a son agence immobilière à Guédiawaye ou bien un peu plus loin à Pikine, où le plus grand loyer donc avoisine quelque chose comme 200 000. Il me faut combien de biens pour pouvoir avoir quelque chose qui tenirait mon agence dans ce quartier? Parce que c'est tellement dérisoire, un 100 000 ou bien un 200 000, 5%, vous savez que c'est 10 000 francs.
Et pourtant, nous sommes le secteur qui emploie le plus. Si je ne parle pas du commerce et de l'agriculture, nous sommes un des secteurs qui emploie le plus. Dans une agence immobilière, je le dis chaque jour, aussi petit qu'il soit, tu vas trouver au moins 5 employés. Donc ces 5 employés-là, plus la location qu'on paye, parce qu'on n'est pas propriétaire des bureaux qu'on occupe, mais quelque chose comme ça. Donc il y a un manque à gagner. Sauvegarder donc les intérêts de tout le monde, trouver un juste milieu. Jour, la commission, comme j'ai dit, c'est rare aujourd'hui de trouver une agence immobilière sur 100%, les 80%, non plus 100% de commission. Parce qu'on travaille en réseau, on travaille entre collègues, on travaille entre collaborateurs. C'est rare d'avoir le... Vous redistribuez les commissions, les frais de gestion que vous recevez. Merci. Merci Mamadou Mbaye. Dernière question pour cher Koumbanar Diagne, juriste immobilier. La question s'impose d'ici à ce qu'une décision finale soit prise. Comment sauvegarder, cristalliser la situation pour éviter justement les effets d'anticipation et la détérioration de la situation peu enviable des locataires actuellement. Par la loi, je parle aux juristes immobiliers. Quel type de mesures peut-on prendre pour justement cristalliser la situation et éviter les augmentations? Oui, je pense que la loi et les lois qui régissent le domaine immobilier au Sénégal sont bien précises. Et il y a particulièrement une loi qui réprime la hausse illicite du loyer des locaux à usage d'habitation, la loi 81-21 de 1981. Je crois que cette loi, dans ses dispositions, fait allusion veut éviter à ce que les propriétaires d'immeubles appliquent des lois appliquent des loyers qui sont de nature à être répréhensifs, c'est-à-dire des loyers qui sont illicites. Des loyers qui sont tellement élevés que par rapport à la norme. Donc, je pense que